dans le cadre du programme de coopération volontaire du Canada et qui permet à plus de 250 professionnels volontaires d'être déployés dans 11 pays et collaborer auprès de nos partenaires pour renforcer la protection de l'enfant. Donc, vous devriez apparaître dans le chat le lien vers notre site web pour en savoir plus sur le programme Pride. On est impatient de vous faire découvrir l'expérience de volontariat et nous sommes chanceux d'avoir aujourd'hui avec nous 3 des volontaires, donc en direct de la Tunisie, de la Colombie et depuis très récemment du Burkina Faso. Donc là, dans la prochaine heure, on va échanger ensemble sur leur engagement, leurs défis et vous illustrer un petit peu c'est quoi le quotidien de volontaire international. Il va y avoir un moment à la fin de la causerie pour poser vos questions. Donc, des petites pratiques, je vous invite, donc si vous avez des questions à poser à nos volontaires, à les mettre dans la section Q&A qui se trouve en bas dans votre écran. Et si vous souhaitez plutôt partager des commentaires, vous pouvez utiliser la boîte chat qui se trouve juste à côté. Donc, juste aussi pour vous dire que le webinaire d'aujourd'hui ne va pas adresser le processus de recrutement tel quel. Si vous avez des questions là-dessus, vous allez voir apparaître dans le chat le courriel auquel vous pouvez vous référer et le lien sur les opportunités disponibles, les critères pour postuler pour les mandats de volontariat. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter nos invités aujourd'hui. Donc, tout d'abord, nous avons avec nous Marie-Soleil Stern. Donc, Marie-Soleil est basée en Tunisie et complète actuellement un 2e mandat de volontariat en tant que conseillère en travail social auprès de la DGPE. DGPE, c'est l'acronyme pour le Bureau du délégué général à la protection de l'enfance en Tunisie. Donc, bonjour Marie-Soleil. Et ensuite, nous avons aussi avec nous Kelly O'Connor, qui complète, elle, un mandat en tant que conseillère juridique auprès de la Coalition contre l'implication des enfants dans le conflit armé en Colombie, basée à Bogota, en Colombie. Bonjour Kelly. Bonjour Patricia, très contente d'être ici. Merci. Et enfin, nous avons avec nous Katiba Nepti, et Katiba vient tout juste de terminer un mandat de 10 mois au Burkina Faso comme conseillère en suivi, évaluation et apprentissage auprès de l'Association des femmes juristes du Burkina. Allô, Katiba. Bonjour à tous. Donc, merci d'être avec nous aujourd'hui, mesdames. Puis, juste avant de se lancer dans le vif du sujet, j'aimerais en savoir un petit peu plus. J'aimerais ça vous présenter en quelques lignes, vous parler de votre parcours, sans aller trop en détail sur qu'est-ce qui vous a amené à la coopération volontaire, parce qu'on va s'en parler un petit peu plus par la suite. Donc, peut-être commencer avec toi, Kelly. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours? Oui, bien sûr. Et moi, c'est Kelly. Je suis avocate canadienne. Avant de commencer mon mandat avec l'IBCR, j'ai eu des expériences avec des différentes organisations internationales et des ONG en droits humains. Tout récemment, avant de venir en Colombie, j'ai travaillé à la Cour fédérale comme auxiliaire juridique et je travaille surtout en droit de l'immigration. Je ne sais pas quoi d'autre. Ça fait beaucoup de temps que j'ai de l'intérêt en Amérique latine. Je parle espagnol, ce qui est très important pour mon mandat en Colombie. Et oui, j'ai eu des expériences de travail en Équateur et au Costa Rica avant de venir ici en Colombie. Je pense que c'est tout. Je ne vais pas entrer trop en détail. Ça marche. Merci beaucoup, Kelly. Et pour toi, Marie-Soleil? Moi, je suis travailleuse sociale de formation. Je suis québécoise. J'ai travaillé pendant 10 ans à peu près dans le système de protection de l'enfance au Québec. En fait, c'est ça, je travaille maintenant comme conseillère en droit de l'enfant auprès du délégué général à la protection de l'enfance en Tunisie, qui est à peu près le légal de la DPJ au Québec. Et c'est mon 2e mandat. Et j'adore ce que je fais. Merci. Merci, Marie-Soleil. Et pour toi, Katiba? Oui, alors bonjour, moi c'est Katiba Nepti. Moi j'ai une formation en droit international, puis je me suis spécialisée après plus particulièrement en gestion de projet.
Donc, pratiquement toute mon expérience, je l'ai faite sur le terrain. Ça fait plusieurs années en fait, que je suis en Afrique de l'Ouest. J'ai été au Sénégal, au Mali et au Burkina Faso, où j'ai appuyé diverses organisations locales et internationales, notamment en suivi, évaluation et en gestion de projet. Donc, voilà. Alors, merci, Katiba. Donc, comme le public peut le voir, vous avez tous des parcours très différents. Donc, j'aimerais savoir ce qui vous a amené à devenir coopérante volontaire et qu'est-ce qui vous a poussé, pourquoi vous avez décidé de vous impliquer en fait en tant que volontaire international. Peut-être commencer par toi, Katiba, qui dit que tu as pas mal d'expérience aussi là-dedans. Vous pouvez parler un peu plus de pourquoi tu t'es lancé en volontariat international. Oui, moi, en 2019, j'avais fait un stage à l'IBCR, justement, sur le premier PCV. Et ça m'avait vraiment donné envie de faire une mission pour l'IBCR sur le terrain en tant que volontaire. Donc, c'est vraiment ça qui m'a poussée à le faire. Puis, je me suis dit que j'avais envie de me lancer il y a quelques mois, donc, parce que je viens de finir mon mandat. Et donc, j'ai choisi l'IBCR par rapport à ça. Puis je pense que parce que c'était un peu une année où je me disais que ça allait être ma dernière expérience sur le terrain. Puis après, je voulais rentrer et puis travailler plus à Montréal ou autre. Mais donc voilà. Donc je me suis dit, c'est maintenant ou jamais pour le volontariat. Merci. Kelly? Oui, un peu comme Katiba, j'ai été dans un moment dans ma carrière où je cherchais une expérience sur le terrain pour vraiment avoir comme une expérience différente, pour travailler avec des différentes personnes. Et surtout au cours de mon travail en droit de l'immigration, j'ai pu travailler avec l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui est très pertinent dans le droit des réfugiés, par exemple. Alors, j'étais comme de plus en plus intéressée en droit de l'enfant. Et puis, je voulais aussi utiliser mes capacités en rédaction et recherche juridique pour faire avancer les droits de la personne et puis les droits de l'enfant aussi. Et oui, et en même temps, mon mandat avec la Coalico, c'était vraiment comme c'était vraiment comme un bon fit, un good fit, parce que ça fait beaucoup de temps que je suis intéressée dans les enjeux de la justice transitionnelle et le conflit armé aussi. Alors, avec la Coalico, la coalition contre l'implication des enfants dans le conflit armé en Colombie, c'est le travail ici, c'est vraiment exactement ce que je cherchais. Je ne pouvais pas le croire comment c'est une bonne expérience pour moi d'être ici. Oui. Et pour toi, Marie-Soleil, qu'est-ce qui t'a poussé à t'impliquer après 14 ans d'expérience dans la DPJ, de faire ce saut-là, puis d'aller faire du travail en Tunisie? En fait, ça fait longtemps que j'avais ce désir-là de faire de la coopération, même depuis que j'étais aux études. Je me rappelle, quand j'étais à l'université, j'étais même allée visiter il y avait comme des expositions, puis ils parlaient de la coopération internationale, puis c'était quoi. Puis ça m'avait toujours intéressée. J'avais envie, genre, de voir le monde, j'avais envie de découvrir des nouvelles cultures, d'être dépaysée, de voir un peu comment ça fonctionnait ailleurs que chez soi. Puis, bon, la vie étant que les années ont passé, le travail, bon. Et ça a donné, l'offre a été faite où j'ai vu cette annonce et toutes les étoiles se sont alignées. C'était comme le bon timing. Tout était bien aligné. En plus, ça venait vraiment chercher mes compétences. Ça venait vraiment chercher ce que je voulais aller développer. Puis ça me permettait aussi de combler ce besoin-là, d'aller voir un peu à l'extérieur du Québec, de voir autrement ce que ça se faisait. Il faut dire aussi que parfois, tu sais, avec travailler dans la protection de l'enfance, des fois, au fil des années, ça devient un peu usant, je dirais. Là, je m'excuse pour le terme, mais ça peut devenir un peu usant émotionnellement. Fait que le fait de voir autre chose, de voir une autre dynamique, une autre culture, un autre fonctionnement, parfois aussi, c'est comme si ça nous recule un peu dans nos tranchées, puis ça nous permet aussi de voir que finalement, notre réalité qu'on a au Québec est
peut-être pas si pire, puis qu'il existe pire ailleurs, puis qui arrive à s'arranger malgré le fait qu'il y ait un grand manque de plusieurs ressources. Donc, je sais pas, ça a comme concilié quelque chose. Donc, pour moi, en tout cas, j'encourage tout le monde parce que c'est une expérience à vivre. Je pense qu'on ressort même changé de ça parce que on évolue à travers ça, puis ça fait changer notre vision même du monde un peu, dans un sens, parce qu'on voit d'autres choses. Donc, j'encourage tout le monde. Je suis très, très heureuse de cette expérience. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Puis peut-être pour continuer un peu dans cette lignée, je pense que toutes les trois, vous avez parlé un peu que c'était quelque chose qui vous intéressait depuis un certain temps, que vous saviez, c'était une question peut-être de temps avant de sauter dans le volontariat international et de vous lancer là-dedans. Et je voulais savoir plus particulièrement pourquoi est-ce que vous êtes engagé au sein de l'IBCR. Donc, est-ce que, juste pour rappel, là, le programme de coopération volontaire Pride, il s'inscrit dans le cadre du programme de coopération volontaire canadien. Donc, on n'est pas les seules organisations à faire de la coopération volontaire. On est environ 13 ou 14 donc, au Canada. Et qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager particulièrement à l'IBCR? Est-ce qu'il y avait un élément en particulier qui vous a attiré dans le programme Pride? Kelly, peut-être. Tu avais commencé, tu avais touché un petit peu, là, j'avais l'impression que c'est beaucoup la Coalico, le partenaire et son travail, ce qu'il faisait. Oui, oui. Comme tu as dit, Patricia, j'avais entendu parler du programme de volontariat international du gouvernement canadien. Et puis, je cherchais parmi les partenaires pour voir s'il y avait une opportunité pour un mandat en ligne avec mes intérêts et mes compétences. Et puis, quand j'ai vu l'appel à candidature pour le mandat avec la Coalico, je l'ai vu et pour moi, c'était parfait. C'était exactement ce que je cherchais comme opportunité. L'IBCR cherchait quelqu'un avec des compétences juridiques, qui parlait espagnol, qui avait des connaissances en justice transitionnelle. Alors, oui, pour moi, je n'ai pas dû penser beaucoup pour soumettre ma candidature. Ça a été un bon fit, comme tu as dit, direct. Oui, oui. Katiba? Tu en as parlé un petit peu, tu as parlé de ton expérience comme stagiaire, mais peut-être parler un petit peu plus parce que tu as été volontaire pendant longtemps. Tu as fait quand même quelques années comme volontaire pour d'autres organisations. Donc, le retour à l'IBCR, comment ça s'est passé pour toi? Ça a été assez rapide pour le retour à l'IBCR. Pour moi, c'était un peu une évidence après quand j'ai voulu intégrer le PCV. Mais c'est principalement, il y a une chose, moi, qui me plaît énormément à l'IBCR, il y a un aspect innovant, en fait. On apporte beaucoup d'innovation dans le renforcement de capacités, dans le sens où on est vraiment sur un projet où on va accompagner des partenaires, on va les renforcer. On ne va pas seulement venir faire des actions, puis après, il n'y a pas de suivi. Là, c'est vraiment du renforcement où on va construire des outils, on va faire des formations et au niveau des formations, justement, de ces formations de formateurs, l'IBCR a une approche de la formation de l'adulte. Bon, il y a plein de documents là-dessus qui sont disponibles sur le site, mais c'est des choses qui, pour moi, j'avais envie de continuer là-dedans, puis surtout d'avoir cette expérience-là de formation de formateurs. Donc, voilà pourquoi. Et pour toi, Marie-Soleil? Honnêtement, je ne connaissais pas le Bureau international des droits des enfants. Ça fait depuis que j'ai vu l'annonce que je connais le bureau. Et je connais la fondatrice du l'IBCR parce que j'ai déjà travaillé avec elle dans le cadre. J'ai beaucoup entendu parler d'elle, de la juge Ruffo, puis j'ai aussi travaillé avec elle dans le cadre de ma pratique au sein de la protection de l'enfance. Donc, tout de suite, ça m'a comme interpellée parce que pour moi, ça voulait dire que c'était directement en lien avec la protection de l'enfance, le suivi de l'enfant, etc. Puis après ça, quand j'ai développé plus, que j'ai plus lu, c'est là que je me suis sentie que j'étais à ma place, que ça me correspondait, dans le sens où on suit le rythme aussi du partenaire. On ne va pas au-devant, on respecte ses besoins, on lui impose pas des critères ou des objectifs, ou on veut vraiment y aller pas à pas avec lui, selon son rythme à lui, selon ses besoins, selon ses demandes. Et je trouve que c'est respectueux de le faire dans ce sens-là parce que
c'est comme ça qu'on va avoir un impact encore plus positif au sein même de l'institution, ou en tout cas du partenaire où est-ce qu'on est, parce qu'on est, on est directement en lien avec ce qu'eux veulent. Fait que je trouve ça, moi, c'est ce qui ressort beaucoup de l'IBCR, c'est l'approche qu'ils utilisent pour accompagner ces partenaires-là et les enfants. Et c'est ce qui fait en sorte aussi que tu continues peut-être ton deuxième mandat et peut-être éventuellement un troisième. Même un troisième mandat. Oui, c'est ça. Oui, c'est sûr. Mais ça, c'est super intéressant. Puis vous avez parlé un peu de l'approche IBCR, de l'innovation, des tâches là, que vous faites qui vous ont vraiment attiré là, sur de devenir volontaire pour le bureau. Et je voulais en savoir plus un peu sur les défis. Donc, est-ce que vous nous partagez un peu les défis que vous avez vécus, que ce soit plus au niveau de votre environnement de travail, de l'adaptation de la ville? Est-ce que c'est l'environnement de vie? Oui, Marie-Soleil, si tu veux te lancer. D'accord. Ben, c'est sûr que c'est des défis parce que c'est une adaptation. Je veux dire, tu changes de pays, tu changes de milieu, tu changes de culture, tu changes de coutumes, tu changes même de fonctionnement. C'est-à-dire, tu n'as pas le choix de t'adapter à une nouvelle. Juste le fait de te mettre en mode adaptation, déjà, c'est un défi parce qu'il faut que tu t'adaptes versus tes perceptions, tes valeurs, la personne que tu es, ta personnalité versus quand tu arrives dans le pays. Ensuite de ça, l'autre défi, c'est d'arriver à un consensus aussi avec le partenaire, dans la mesure où toi, tu as des compétences, eux ont des besoins. Fait qu'il faut que tu arrives à trouver comme un juste milieu aussi à travers ça, dans le sens où, bon, le bureau IBCR, c'est vraiment un bureau d'expertise, c'est un bureau de soutien des compétences. On est moins dans le financement de projets, ce qui parfois est un peu difficile avec le partenaire qui est habitué d'avoir des relations plus financières avec des ONG qui viennent comme les aider à combler les besoins. Je dirais peut-être un autre défi, la langue. Dans mon cas, à moi, hein, la langue, parce que quoique la Tunisie est une ancienne colonie française, mais le français se perd beaucoup en Tunisie, ce qui fait, et avec mon accent québécois, que j'essaie de faire attention, de parler tranquillement, mais c'est un défi. Pour moi, c'est un défi de parler tranquillement, d'essayer de m'adapter. Mais on trouve des solutions dans le sens où on peut faire recours à des interprètes, à des traducteurs pour des rapports, etc. Donc, il y a des solutions, mais ce sont des petits défis du quotidien quand tu arrives ici. C'est niaiseux, mais ça peut être c'est la nourriture, c'est le climat, c'est le regard des gens. Tout ça, ce sont des défis cool, hein? C'est pas négatif, hein? C'est positif pour moi parce que ça te change de ton quotidien, ça te sort de ta zone de confort, puis c'est comme ça que tu apprends sur toi puis que tu apprends des nouvelles choses. Donc, oui, il y a des défis qui sont liés à ça, mais pour moi, c'est plus des gains que des défis. Parce que c'est de l'adaptation. Fait que l'adaptation que tu développes là, c'est quelque chose que tu gardes pour ta vie. C'est-à-dire, plus les événements qui vont se passer dans ta vie, tu vas l'avoir, cette capacité-là de t'adapter. Donc, pour moi, c'est super positif. C'est ce que je dirais. Et toi, Kelly, comment est-ce que tu as vécu ces défis-là en Colombie? Là, tu parlais déjà la langue, donc c'était déjà plus à l'aise à ce niveau-là. Oui, un peu comme Marie-Soleil a dit, il faut un ajustement quand on arrive dans un nouvel pays. Et en Colombie, il y a des défis, des choses qui sont différentes qu'au Canada. Il y a vraiment beaucoup de trafic. À Bogota, je suis à Bogota. C'est une ville très, très, très grande avec presque 9 millions de personnes. Et le système de transport public n'est pas suffisant pour les besoins de toutes ces personnes-là. Il y a des sons à l'extérieur de mon bureau, désolée. Mais oui, comme le transport dans la ville, c'est toujours un défi. Aussi, la situation de sécurité, il faut prendre des précautions. Par exemple, je ne marche pas dans la rue pendant la nuit, et la nuit, c'est à 6 heures le soir, à 18 heures le soir. Alors, ce sont des ajustements, mais ça ne veut pas dire que je n'ai pas aimé ma vie ici à Bogota. Par contre, j'ai vraiment eu des très, très belles expériences.
Et aussi au niveau des relations avec les partenaires, parce qu'il faut se souvenir que c'est les partenaires qui sont les experts dans le contexte du pays, parce qu'ils travaillent tous les jours avec, ils connaissent les institutions, la culture, les différences régionaux, par exemple. Mais nous, comme personnes de l'IBCR, nous avons des compétences, nous avons de l'expertise, alors il faut trouver un équilibre. Parce que des fois, j'appliquerai mes expertises au Canada, c'est pas comment il faudrait les appliquer en Colombie. Alors, toujours écouter les partenaires et trouver des solutions qui conviennent à tout le monde. Et aussi, au niveau de langue, je parlais espagnol avant de venir, mais c'est ma troisième langue. Des fois, il y a je ne sais pas, des difficultés, mais mon espagnol a beaucoup amélioré aussi. Oui. Alors, c'est un défi, mais c'est un succès aussi, une belle expérience, je dirais. Et qu'est-ce qu'il y en est pour toi, Katiba? C'était pas ta première non plus expérience en Afrique de l'Ouest, donc c'est peut-être un regard un petit peu différent là-dessus. Oui, moi, c'était pas ma première expérience au Burkina Faso, donc je connaissais déjà un peu. Mais si je reviens à quand j'ai découvert le Burkina Faso, vraiment, je reviens à ce que Kelly disait. Au début, en fait, c'est vraiment l'aspect sécuritaire. C'est de se dire, est-ce que je vais sauter le pas, aller dans un pays où partout sur les sites du gouvernement canadien, on dit c'est zone rouge, ne pas y aller, attention, déconseillé. Donc ça, pour ceux qui aimeraient en fait aller dans ces pays-là qu'on dit zone rouge, pour vous rassurer, en tout cas au niveau par rapport au Burkina Faso, moi, j'ai jamais eu de soucis. Comme dit Kelly, il y a des comportements à adopter de précaution, de sécurité, mais ça, c'est un peu des choses qu'on fait aussi, qu'on va aussi faire dans d'autres pays. Donc moi, ça ne m'a pas forcément impacté par rapport à ça. Mais c'est vrai que c'était l'a priori au début. Après, au niveau de la capitale, tout est sécurisé. Ça, il n'y avait pas de souci. Après, par rapport à l'adaptation, effectivement, il y a tout un aspect d'adaptation par rapport à la langue. Nous, au Burkina Faso, la langue nationale, c'est le français. Il y a plus de 80 ethnies. Donc, la plupart des gens, en fait, parlent à la fois leur langue de leur ethnie, mais aussi la langue française, qui est beaucoup plus répandue. Mais c'est vrai que souvent, quand ils parlent dans la langue, puis toi, tu es là à côté, tu comprends rien. Ça, c'est vrai que c'est un peu difficile. Mais on s'y fait après, puis on commence à capter des mots, à comprendre des choses. Et pour les plus courageux d'entre nous, ils peuvent prendre des cours aussi. Puis le dernier défi aussi, ça rejoint vraiment ce que mes collègues m'ont dit, mais c'est vraiment ça en fait. C'est les relations avec les partenaires aussi. Il faut vraiment savoir, parce que nous, l'avantage aussi à l'IBCR, moi c'est ce que j'ai aimé, par rapport à d'autres organisations, on est vraiment chez le partenaire. Donc on est dans les locaux avec eux tout le temps. Donc c'est vraiment de savoir se faire accepter, s'adapter au milieu. Donc ça, c'est quelque chose, après c'est une compétence interpersonnelle, tout va bien, puis on a le responsable régional aussi qui nous appuie. Mais c'est aussi que le partenaire trouve du temps pour nous aussi parfois. Parce que c'est vrai que souvent, il manque de ressources, surtout de ressources humaines ou matérielles, mais ça fait que ils ont beaucoup de projets, beaucoup de choses à gérer. Donc forcément, trouver un temps, c'est des choses, des compromis après qu'on trouve avec le partenaire, mais ça se fait bien. Mais c'est un aspect vraiment qu'il faut prendre en compte. Voilà. Oui, c'est super tout ça. Donc, et ça rejoint un peu l'approche collaborative du bureau. Donc, on est là pour travailler, collaborer avec le partenaire. On n'est pas là. Donc, on a parlé de l'approche de renforcement de capacité et c'est vraiment ça. Donc, c'est pas du jour au lendemain arrivé, moi j'ai quelque chose et je vais vous l'imposer. Il y a tout un travail d'introduction, de se faire connaître, de se faire accepter, comme tu disais, Katiba, et de travailler ensemble dans un but commun. Et c'est super que vous faites ressortir ça dans un défi, parce que c'est un défi, mais au final, ça devient quelque chose qui rend le programme extrêmement intéressant et qui fait que vous avez toutes les trois une belle expérience. Donc, c'est super que vous avez soulevé ce point-là. Et peut-être pour rejoindre sur votre expérience là, et sur vos mandats, est-ce que vous pouvez nous partager
un résultat ou quelque chose dont vous êtes vraiment fier, là, que vous avez vécu pendant votre mandat. Oui, on a on a encore un peu de temps, donc vous pouvez élaborer un petit peu, expliquer aux personnes qu'est-ce que vous avez fait et aller un petit peu plus en détail. Peut-être commencer avec toi, Kelly. Oui, mais mon mandat est toujours en cours, alors j'ai pas eu comme énormément de résultats, mais j'ai pu travailler sur des rapports à soumettre auprès des agences et comités onusiens, qui a été très intéressant. Par exemple, je travaille en ce moment, je termine de travailler sur un rapport alternatif qu'on va envoyer au comité sur les droits de l'enfant de l'ONU. Alors, le comité va regarder le rapport des organisations de la société civile et puis le comité va publier des recommandations pour la Colombie, pour l'État colombien. Et notre but comme organisation de société civile, c'est de demander au comité d'adopter nos recommandations pour des changements dans la politique de l'État colombien. Alors, si on arrive à avoir nos recommandations acceptées par le comité et publiées pour l'État colombien, ça devient un outil de plaidoyer très, très intéressant pour nous. Alors, j'ai vraiment aimé participer dans ce processus. Mais autre chose comme vraiment un succès qu'on a eu depuis le début de mon mandat, c'est que la Coalico est une organisation partenaire qui fait beaucoup, beaucoup de plaidoyer en Colombie à faveur des droits de l'enfant. Et en novembre de 2022, la Colombie a signé la déclaration sur les écoles, sur la sécurité dans les écoles, qui est un instrument international qui délimite des standards pour assurer la sécurité dans les écoles pour les enfants, particulièrement en contexte de conflit armé, qui est un contexte qui vit la Colombie. Alors, et aussi, la Coalico avait fait du plaidoyer pendant plusieurs années pour que l'État colombien puisse signer cette déclaration. Alors, quand l'État colombien a décidé de le faire en novembre, on était vraiment très, très heureux. C'était un grand succès, mais le défi maintenant, c'est nous assurer que l'État fait de l'implémentation des standards dans cette déclaration. Mais oui, on a eu beaucoup de belles expériences depuis le début de mon mandat. Super, merci Kelly. Katiba? Pour moi, je vais revenir rapidement sur mon partenaire. En fait, c'était l'Association des femmes juristes du Burkina Faso, donc elle disposait de 4 cliniques juridiques réparties sur le territoire. Ces cliniques juridiques avaient pour objectif d'appuyer, fournir en fait des appuis juridiques et judiciaires aux différentes personnes qui se présentaient, notamment majoritairement des femmes en situation de vulnérabilité, mais aussi des appuis psychologiques. Donc, en fait, par rapport à ces cliniques-là, il y avait un énorme besoin en termes de suivi et évaluation d'établir une base de données pour que les données puissent être enregistrées, accessibles aux différentes cliniciennes, bien sûr protégées également, comme on est sur des données à caractère personnel, mais aussi que ces données, après, soient exploitables assez rapidement. Parce que la difficulté, en fait, au niveau des responsables de clinique, quand les partenaires leur demandaient un rapport, des chiffres, des statistiques, c'était toujours laborieux, en fait. Elles faisaient ça à la main, elles comptaient les dossiers, elles reprenaient leurs fiches de consultation. Donc, en fait, le gros travail que j'ai eu à faire pendant mon mandat, c'est de mettre en place une base de données. Donc, c'est vraiment, on a créé un outil sur Excel, un tableau de bord, qui fait office de base de données, mais aussi d'outils de traitement des données statistiques. Donc, ça leur permet en fait de faire ressortir les données assez rapidement, de faire leur suivi de dossier au jour le jour. Et donc ça, pour moi, c'est vraiment, je trouve, un grand succès parce que quand j'ai fini mon mandat, j'avais un mandat de 10 mois. C'est cette partie-là, en fait,
quand j'ai quitté, vraiment, les cliniciennes étaient contentes, les responsables de clinique étaient contentes parce que ça leur a allégé leur travail, ça leur fait gagner du temps pour faire plus de prise en charge, recevoir plus de personnes et également pour produire des rapports de meilleure qualité auprès des bailleurs, notamment pour aller chercher des financements également. Donc voilà, c'est un des succès. C'est un cercle qui se complète en fait en les aidant. Tu permets de les aider sur d'autres niveaux aussi. Okay. Voilà, exactement. Ouais. Marie-Soleil? Ben, c'est sûr que à travers c'est mon deuxième mandat, là, fait que c'est sûr qu'on a fait genre quelques activités. Une d'entre autres dont je suis très, très fière, que j'ai organisée en collaboration avec un autre coopérant qui était dans un autre partenaire ici à Tunis, où on a décidé de faire une soirée de réseautage. Parce que un des constats de la réalité de la protection de l'enfance en Tunisie, c'est le manque de collaboration entre les acteurs de protection de l'enfance à tous les niveaux, hein, étatiques, société civile, ONG. Donc, on voulait essayer de créer quelque chose qui viendrait un peu comme renforcer ce réseautage-là. Donc, on a organisé une soirée où on a invité au-dessus d'une 50aine d'associations mélangées, associations de société civile, ONG, etc., à venir se présenter, à venir échanger avec le délégué, avec le DGPE, avec quelques DPE aussi qui étaient présents, échanger entre eux, entre autres, parce qu'on se rend compte aussi qu'il y a beaucoup de projets qui se ressemblent, mais qui sont parallèles et non pas ensemble, donc qui ne travaillent pas en réseautage ensemble, ce qui fait que ça limite la portée de ces projets-là. Donc, c'était vraiment donner un coup de pouce à ce réseautage et ça a été un super succès. Et de ça est né un guide référentiel qui comprend en fait toutes les ONG, toutes les associations qui étaient présentes à cette soirée et qui va se transformer en fait en dépliant avec les coordonnées de ces associations-là, la personne responsable, pour que ce soit un accès qu'on va donner aux personnes qui étaient présentes à la soirée, pour qu'il y ait un accès un peu plus rapide à ces associations-là, parce que, surtout pour les DPE, c'était dans le cadre aussi des DPE, parce que comme ils ne sont que 76 délégués pour toute la Tunisie, donc on est 11 millions ou environ 12 millions de personnes en Tunisie, on calcule environ 2 millions d'enfants. Donc, il y a 76 personnes qui sont nommées pour gérer la protection de l'enfance pour 2 millions d'enfants. Ce qui fait qu'on s'entend que le ratio déjà est très... ça n'a pas de sens. Je ne sais pas comment ils font. D'ailleurs, je le répète souvent, je ne sais pas comment vous faites. Pour moi, vous êtes vous n'êtes pas humains pour faire ce travail-là comme ça. Et moi, je me plaignais avant quand je travaillais au Québec, mais finalement, je n'aurais pas dû me plaindre parce qu'au vu de ce que vous faites. Fait que pour moi, ça a été un grand gain. Puis, on a organisé aussi récemment un webinaire pour parler de qu'est-ce qu'est un DPE, qu'est-ce qu'est un délégué à la protection de l'enfance en Tunisie, c'est quoi ses prérogatives, c'est quoi son rôle, son mandat. Parce qu'un autre des constats qu'on se rend compte, c'est que le système de protection de l'enfance en Tunisie n'est pas assez connu. Les gens, ce n'est pas d'instinct qui vont appeler la protection de l'enfance, que ce soit la population générale ou même les associations. Ils ne connaissent pas comment ça fonctionne. Donc, c'était vraiment dans le but de faire connaître cette institution-là qui est l'institution principale de la protection de l'enfance en Tunisie. Donc, je dirais que ce sont... Bon, il y en a eu d'autres, mais ce sont mes deux grandes activités dont je suis fière. C'est intéressant parce que la soirée réseautage, si j'ai bien compris, c'est une initiative en fait que tu as eue et tu as eu la chance de monter là, de zéro jusqu'à ce que ça... Ah, vraiment? Ça a été génial. En plus, ça m'a permis de créer une espèce ben moi, je me suis créé, que je vais laisser aussi avec le partenaire, mais ça m'a permis de créer une liste de diffusion avec toutes ces associations-là. Comme ça, à chaque fois qu'il y a un événement, on peut les inviter. À chaque fois qu'il y a un échange de projets, on peut partager l'information. C'était vraiment dans un but qu'il y ait un partage d'informations entre tout le monde pour voir les intérêts de tous et chacun, qui peut donner des services, dans quel domaine, comment on peut se compléter, comment on peut compléter nos services ensemble pour que l'enfant et la famille aient accès à des services qui sont plus adaptés pour lui. Parce qu'actuellement, au vu du contexte de la situation en Tunisie,
Il n'y a pas de suivi pour les enfants. En fait, c'est juste pas faisable, là, avec juste un corps de délégués de 76 personnes. Ce sont des interventions qui sont très ponctuelles, alors que le Code de protection de l'enfance en Tunisie indique dans les prérogatives que le DPE doit assumer, entre autres, le suivi, le signalement, l'orientation du dossier, etc. Il doit le prendre en charge de A à Z. Dans les faits, les enfants, il va y avoir un signalement, il va y avoir une mesure de protection qui va être prise, mais le suivi après pour l'enfant, ce n'est pas un automatisme. Ça va dépendre des ressources disponibles, ça va dépendre c'est le DPE qui gère savoir si l'enfant est traumatisé ou non. En tout cas, ça devrait être un automatisme, mais donc c'est ça. Fait que pour moi, je crois qu'en tout cas, ça a été un gain pour le partenaire. Je crois que ça a été un gain même pour d'autres acteurs de la protection de l'enfance, le fait de se connaître entre eux, le fait d'être capable de mettre des visages, des noms, des visages. Comme ça, après ça, tu vas avoir le réflexe plus vite de faire appel à telle ou telle association pour tel ou tel dossier. Donc, c'était dans cette optique. Ouais, de converger tout ce travail-là ensemble et pas travailler en silo, ça s'applique autant ailleurs qu'ici au Québec. Donc, c'est aussi des apprentissages et des façons de faire qu'on peut reproduire. Là, ce qui est intéressant, c'est que, et pour toutes les trois, tout dépendamment aussi du momentum que vous avez et du travail avec le partenaire, il y a cette possibilité d'avoir des initiatives, de les faire porter fruit. Et ça fait partie aussi de l'expérience de volontaire. Là. Donc, c'est intéressant aussi que vous nous avez partagé ça. Il nous reste encore un petit 20 minutes et on va répondre aux questions aussi des personnes participantes. Et juste avant, j'ai encore quelques petites questions pour vous. Peut-être revenir encore sur la question de pourquoi est-ce que c'est important pour vous de vous engager en tant que volontaire? Est-ce que au-delà de peut-être les tâches, au-delà de l'expérience, pourquoi c'est important pour vous de le faire à ce moment-là dans votre carrière? Marie-Soleil? En fait, bon, moi, ça venait combler un besoin, mais moi, si j'avais une personne en face de moi et que je devais la convaincre, je dirais genre, go, fonce. Tu comprends pas, genre, l'expérience que tu vas vivre. C'est un autre monde, c'est tout. Pour moi, c'est comme deux visions. Tu as comme un avant de partir, puis tu as un après quand tu reviens. Je ne sais pas comment expliquer ça, de dire que le fait de vivre cette expérience, d'être loin de chez toi, de perdre un peu tes repères, te fait que tu dois comme te retrouver dans d'autres choses. Tu dois essayer de retrouver ces repères-là, mais autrement. Puis c'est beau de voyager, c'est beau, moi, de voir les autres cultures, de voir le climat. Écoute, moi, je suis en Tunisie, là, je suis chanceuse. Là. Moi, juste pour ça, je ne retournerai même plus au Québec. Là. Écoute, je peux profiter du climat. Les gens sont merveilleux. La nourriture est trop bonne. Oh, mon Dieu, c'est tellement différent. Le fait aussi de travailler avec des partenaires comme nous, on a, écoute, honnêtement, moi, j'ai créé une relation qui est super. En fait, le partenaire est devenu des amis. Ils sont devenus des amis. C'est vraiment ça. On parle ensemble. C'est très de façon très... ça devient plus juste professionnel, tu comprends? Ça devient comme si on faisait partie intégrante de leur équipe. On développe un lien de confiance. Un peu comme tu disais tantôt, Kativa, c'est sûr qu'il y a une partie. Ça doit venir un peu de tes compétences interpersonnelles, mais les autres cultures sont très accueillants et ils sont très contents de te recevoir. Ils sont très contents de te montrer leur pays, de te faire découvrir leur culture, de leurs coutumes, leur architecture, la façon dont ils prennent soin des enfants avec le peu de moyens qu'ils ont, la façon dont ils font leur travail à fond, en se donnant à fond, mais en ayant, pour moi, un salaire qui n'est pas conséquent au travail qu'ils font. En tout cas, c'est deux mondes. Honnêtement, pour moi, ça m'a permis vraiment de réaliser que peut-être j'en demandais trop quand je travaillais au système de protection de l'enfance, alors qu'ici, ils font beaucoup avec peu. Donc, ça laisse la place aussi à tout ce qui est comment j'expliquerais ça? Ça laisse la place à créer des nouvelles choses, à créer des solutions, à essayer d'adapter des projets pour que ça fitte dans le contexte, que ça fitte, que ça respecte
un peu nos valeurs, ce que nous, on veut ramener dans ce partenaire-là, que ça respecte aussi. Tu sais, c'est un challenge, je ne sais pas quoi dire, mais c'est que du positif. Oui, il y a des défis, c'est comme n'importe où. Comme tu disais, Kelly, ici aussi, il y a du trafic et les gens... On n'a pas appris à conduire à la même place, d'accord? Fait que c'est un peu frustrant. Ça m'amène beaucoup de frustration. En fait, c'est plus la conduite pour moi qui est frustrante que le reste. Parce que ça m'amène beaucoup, beaucoup de frustration. Vraiment beaucoup. Mais sinon, honnêtement, pour le reste, les gens sont... Écoute, une autre chose, c'est juste pour donner une autre comparaison, mais je suis dans un pays musulman. C'est l'appel à la prière, c'est 5 fois par jour. Oh, c'est tellement doux. C'est tellement doux à entendre. C'est pas dérangeant. Honnêtement, pour de vrai, on se dit, on n'est pas habitué à ça. Puis, nous, on entend les églises, les cloches d'église de loin. Puis, c'est comme... Mais t'entends 5 fois par jour, c'est beau. C'est très, très beau. C'est magnifique. Honnêtement, c'est que du positif de s'ouvrir, de partir comme coopérant, de pouvoir dire qu'on a avancé, qu'on a fait quelque chose, on a laissé notre trace à quelque part. Moi, je sais que le jour où je vais partir la Tunisie, je sais qu'ils vont se dire « Te rappelles-tu quand Marie-Soleil est venue travailler? Te rappelles-tu qu'est-ce qu'on a fait? Te rappelles-tu genre de telle chose, on est allé manger au restaurant ensemble? Te rappelles-tu quand on est allé voir, je ne sais pas moi, tel DPE dans tel bureau? » Puis avec moi, avec les délégués, ils sont super ouverts. Ils te parlent à cœur ouvert. Ils te parlent de leurs difficultés, de leurs défis, de leurs limites. Ils te parlent... Dans le cadre de mon mandat, j'ai fait un rapport d'observation qui est comme un état des lieux, si tu veux, du système de protection de l'enfance en Tunisie. Et malgré le fait qu'ils soient, comment je dirais, très, très limités dans leurs moyens, ça m'a permis de voir des choses extraordinaires dans chaque région. Bref, c'est que du positif. Oui, et peut-être quelque chose à retenir, c'est qu'il y a beaucoup d'innovation et de créativité, justement, même s'il y a peu de moyens. Et donc, ça rend l'expérience tout aussi intéressante. Il nous reste encore quelques minutes, Kelly, avant de passer à la séance de questions. Oui, mais je ne suis pas certaine comment suivre les histoires de Marie-Soleil. Tu as eu tellement de bonnes expériences. Maintenant, j'ai vraiment envie de visiter la Tunisie. Mais je pense que partir à l'international, c'est une expérience formatrice pour n'importe quelle personne de pouvoir voyager dans un autre pays et vivre là. C'est vraiment différent à l'expérience du touriste. C'est quand tu peux vivre dans un autre pays, tu vas découvrir des expériences que tu ne connaissais pas. Et dans mon expérience en Colombie et dans les différents pays où j'ai pu voyager, les gens sont très ouverts généralement. Et quand tu es une personne étrangère, ils vont parler avec toi ils vont te poser des questions. C'est comment la vie au Canada? Comment est-ce que tu fais des choses au Canada? Et puis, ça peut ouvrir des portes pour avoir des bonnes conversations et puis pour créer des relations avec des personnes. Tu as toujours comme une brise-glace parce que les personnes vont vouloir échanger avec toi. Puis, pour moi, comme la Colombie est dans un moment très important dans son histoire. En 2016, le gouvernement a signé un accord de paix avec les FARC, les Forces armées révolutionnaires de la Colombie. Et on est maintenant dans la phase d'implémentation de l'accord de paix, ce qui est tellement important parce que l'accord de paix, c'est un document très intéressant, très innovateur, mais il faut l'implémentation. Et la société civile colombienne est très forte et elle est ici pour assurer l'implémentation de cet accord de paix. Et puis, je me sens comme je suis en train de travailler dans un moment historique pour la Colombie, de pouvoir, même si c'est d'une manière petite, de pouvoir contribuer à ces efforts de la Colombie pour assurer la paix. Pour moi, c'est une expérience incroyable. Merci, Kelly. Katiba?
difficile de rebondir après tout ça parce que c'est vraiment, j'ai l'impression qu'elles ont tout couvert. Mais vraiment, pour renforcer, c'est vraiment une belle expérience. On découvre une nouvelle culture, de nouvelles personnes, que ce soit les habitants des pays, mais aussi les autres volontaires aussi. Il y a tout un réseau aussi, que ce soit régional ou dans le pays. Donc, c'est vraiment cool de les rencontrer quand on arrive. Puis, comme disait Kelly, c'est vrai que le contexte du pays, ça joue énormément. Moi qui étais au Burkina Faso, on est dans un contexte de crise sécuritaire et humanitaire. Donc c'est vrai que pour pouvoir apporter son petit grain de sel, on peut dire, c'est très gratifiant en fait, de se dire au moins j'ai contribué, j'ai essayé de faire quelque chose. Même si c'est des situations qui sont très difficiles aussi, là ça rejoint toujours les capacités d'adaptation. Quand on est dans des pays comme ça, où il y a ces crises-là, sécuritaires, humanitaires, et aussi il y a beaucoup de pauvreté parce que c'est une des conséquences. C'est vrai qu'il faut savoir s'accrocher. C'est des choses où tu découvres en fait un nouveau toi. Et donc, découvrir en fait une autre facette de toi qui te permet, c'est vraiment quelque chose, je pense, qui va te suivre à vie après. Tu n'étais plus la même personne. Oui. Mais c'est pas évident je vais laisser, j'aimerais ça conclure là-dessus, mais on a encore une petite question, mais c'est super qu'est-ce que vous partagez. Peut-être pour rapidement, quelques mots, qu'est-ce que vous diriez à quelqu'un qui hésite à se lancer dans le volontariat? Si vous aviez une phrase pour le convaincre. Quelqu'un veut se lancer? Kelly? Je dirais, vas-y. Vas-y. N'hésitez pas. L'expérience de volontariat à l'international, c'est quelque chose qui va, oui, comme Kativa a dit et Marie-Soleil a dit, c'est quelque chose qui va changer la vie. Ta vie aussi, ta perspective, quand tu rentres au Canada, tu n'es plus la même personne. C'est vraiment une expérience à ne pas manquer. Merci, Kelly. Marie-Soleil ou Kativa, est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Juste. Vas-y. Vraiment, je pense que c'est... Ah, vas-y, Vas-y. Marie-Soleil. Ah, ok. Je pense que c'est surtout prenez le courage, prenez votre courage à deux mains. C'est une expression qu'on entend souvent, mais je pense que c'est vraiment ça qui fait qu'il y ait le déclic, la décision de vouloir sauter le pas. Il ne faut pas avoir peur, puis après au retour, parce que c'est peut-être ça aussi qui fait peur, c'est de se dire quand je vais revenir, qu'est-ce que je vais faire? Vous aurez de super bagages, donc n'hésitez pas. Et ouais. Ouais. Marie-Soleil, le mot de la fin? Moi, je dirais que si vous l'essayez une fois, après ça, c'est fini. Vous allez vouloir repartir ou rester ou je sais pas, mais une fois que vous avez goûté, après ça, c'est terminé. Il y a tellement de positifs qui ressortent de ça, malgré les difficultés, tu sais, le fait d'être loin. Parfois aussi, ça peut faire peur d'être loin de notre famille, mais tu n'es jamais toute seule. Tu es entourée, tu as une équipe, tu as le bureau, tu as ta responsable régionale, comme tu disais tantôt. Ça devient un peu comme ta deuxième famille. Tu as le partenaire aussi avec qui tu développes des liens. Honnêtement, y goûter, c'est l'adopter. Donc, si vous l'essayez, vous allez l'adopter. Puis vous allez vouloir rester coopérante. Preuve à l'appui, toutes les trois, vous avez fait plusieurs mandats, donc que ce soit à l'IBCR ou d'autres, ou reconduit un mandat, ou en voie de reconduire un mandat. Donc, ouais. Merci beaucoup à vous trois. On a quelques questions du public. On a encore peut-être 2 petites minutes. Donc, déjà, juste pour répondre à une question technique, donc combien de temps ils durent vos mandats? Donc, toutes les trois, vous avez fait des mandats de 10 mois. Marie-Soleil, tu étais sur ton deuxième mandat, donc là, tu as reconduit un autre 10 mois. Et la majorité des mandats, nous, on pousse beaucoup pour cette période-là, juste le temps de venir, de s'adapter, de commencer à travailler et vraiment mettre les mains à la pâte, bien, ça prend plus qu'un certain temps. Donc, surtout pour faire des mandats de ce type. On a quelques mandats courts, mais c'est souvent des trucs très spécifiques pour des conférences ou pour une thématique spécifique. Mais sinon, la majorité des mandats, on fait des mandats de 10 mois.
on a peut-être une question peut-être intéressante. On a parlé beaucoup de défis, de trucs dont vous êtes fiers, les résultats, l'expérience, mais rapidement, là, comment quelqu'un me demandait qu'il faut aussi partager les mauvais souvenirs. Et peut-être pas aller trop là-dedans, parce que là, peut-être on ouvrirait une boîte de Pandore, mais de comment est-ce que vous avez réussi à surmonter vos moments difficiles. Et là, je ne sais pas, peut-être une de vous trois pourrait répondre à cette question-là en 2 petites minutes, parce qu'on arrive à la fin de notre du webinaire. Je ne sais pas si quelqu'un veut se lancer. Moi, Marie-Soleil? sinon, ça va être trop long. Ça va être trop long si c'est moi qui explique. Peut-être c'est mieux que ça. Juste dernièrement, j'ai vécu quelque chose d'un peu difficile. Ça m'a vraiment comme saisi. Je ne sais pas si vous avez entendu parler du contexte dans Tunisie par rapport aux migrants, tout ça, parce qu'on travaille aussi avec par rapport à cette problématique-là. Et j'étais dans un taxi sur l'autoroute et tout d'un coup, la police est ressurgie de partout, la circulation arrêtée, des migrants qui se sauvent à travers l'autoroute. On se serait cru, genre un scénario de guerre, la police qui court après. Moi puis le chauffeur de taxi, on est de même. On n'ose plus parler, ni bouger, ni respirer. On ne se parle même pas. On est comme stupéfaite. C'est des choses que tu ne verrais pas nécessairement arriver, genre si tu restais à Québec comme moi avant, mettons. Ça, c'est une chose parmi tant d'autres, mais tu sais, de voir, par exemple, des enfants dormir dehors avec leur mère ou des bébés ou de voir des enfants tout seuls le soir à minuit soir, genre de 5 ans qui se promènent dans la rue, sont tous des choses, pour moi, ce sont des mauvais souvenirs et c'est très, très, très... C'est sûr que tu vas être confronté à beaucoup de choses à travers ton mandat qui vont être peut-être confrontantes par rapport à tes valeurs, mais le positif surpasse le négatif. J'ai fini. Okay. Merci beaucoup, Marie-Soleil. Comme vous le dites, c'est ça, c'est l'expérience au final. Il y a beaucoup d'apprentissage, il y a plein de défis qu'il faut surmonter. Il y a des moments difficiles comme dans tout, dans la vie, qu'on soit basé ici ou ailleurs. Et c'est comme ça qu'on en grandit. Merci beaucoup à vous trois. Il y a beaucoup de questions sur le recrutement, sur le processus. Je vous invite vraiment dans le chat, on va repartager les liens vers notre site web. Si vous avez des questions plus spécifiques, de les envoyer au courriel qui va se trouver dans le chat. Voilà. Donc, ça conclut tranquillement notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci Marie-Soleil, Kelly, Kativa pour avoir pris le temps d'échanger sur votre expérience en tant que volontaire là, pour le programme Pride de l'UBCR. Je vous souhaite bon retour à la maison pour certaines d'entre vous, bonne continuation de mandat, ou pas, ou peut-être 2e, 3e, 4e mandat. Je ne pense pas que c'est la dernière fois qu'on va se parler. Donc, merci à vous trois d'avoir été là pour cette petite heure pour nous parler de votre expérience. Merci pour l'invitation. Merci de nous avoir offert cette tribune pour pouvoir parler du bureau et de notre travail quotidien qu'on adore. Oui, je pense que c'est important. Là, souvent, on voit beaucoup les résultats, on voit ce qui se fait, mais on ne sait pas nécessairement qu'est-ce que la personne vit au quotidien et c'est ce qu'on a essayé de faire aujourd'hui. Donc, voilà. Donc, pour vous rappeler, donc, toutes les questions sur le programme Pride, les opportunités disponibles se trouvent dans le chat. Vous pouvez tout trouver les informations sur notre site web, ibcr.org. Donc, nous vous invitons à rester à l'affût pour toutes les nouvelles concernant le programme, concernant l'IBCR. D'ailleurs, il devrait y avoir potentiellement un événement de réseautage en présentiel à Montréal prévu en juin, donc pour ceux et celles qui sont basés à Montréal. Et voilà, j'invite le public à répondre à un court sondage qui devrait apparaître dès la fermeture du webinaire. Donc, c'est un sondage anonyme, ça permet de nous ajuster au fur et à mesure qu'on fait ce genre d'événement-là. Donc, merci encore à vous trois et bonne fin de journée et à très bientôt. Merci. Merci beaucoup, Patricia. Bye bye. Au revoir. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci tout le monde. Merci au public. Bye bye. Bonne fin de journée.